Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de... Hop. La mer qui prend l'homme de Christian Blanchard aux éditions Belfond. Ensuite nous parlerons des Messagers des Vents, le tome 1 de Clélie Havy paru chez MSK. On enchaînera avec Orphea Fabula et les larmes du dragon de Marie Alino paru chez Pulp Fiction. Et on terminera avec la saga de manga The Promised Neverland, donc le tome 1, 2 et 3 de, attention grand moment, Kayu Shirai et Pozuka Demizu chez Kazé. Avant toute chose, je tiens à m'excuser pour cette lumière jaune au-dessus de ma tête, mais changement d'heure oblige, maintenant quand je rentre du boulot, il fait nuit et je ne peux plus tourner à la lumière naturelle. Et peut-être que vous le savez ou pas, ma softbox m'a lâché l'hiver dernier et j'en ai pas racheté. Bref, voilà, vous êtes au courant de tout. Je suis désolée si je suis un peu jaune, mais je n'ai pas vraiment le choix. On commence tout de suite avec La mer qui prend l'homme, que j'ai reçu des éditions Belfond, donc un grand merci à eux et un merci à l'auteur qui m'a dédicacé son roman. Nous allons partir dans quelque chose de très mystérieux, puisque le prologue débute ainsi. Nous retrouvons un chalutier proche des côtes du Finistère. À son bord, eh bien, plus aucun équipage, plus personne. Les équipes de secours arrivent, fouillent ce chalutier. Ils découvrent une quantité astronomique de sang, mais personne. Bien sûr, ils vont continuer à fouiller et en arrivant dans une remise, ils vont découvrir une personne qui se cache et qui demande de l'aide. Donc ça c'est le prologue. Ensuite on part sur une histoire de plusieurs personnes, de plusieurs hommes qui vont être amenés à faire une expérience. Un lieutenant de l'armée va les contacter. Ils sont eux aussi anciens militaires qui ont fait l'Afghanistan. Et ce lieutenant va leur dire qu'il fait une nouvelle expérience sur le stress post-traumatique et qu'il veut les emmener sur un chalutier en pleine mer. Ça y est, vous commencez à connecter. Voilà. Donc en fait, le prologue, c'est la fin de l'histoire, hein, on va pas se mentir. Et donc on va repartir tout au début avec cette histoire d'expérience sur le stress post-traumatique, avec ces trois hommes qui vont embarquer sur ce chalutier, avec cette femme, puisque le lieutenant qui fait cette expérience est une femme, et on va suivre ces hommes, on va commencer à comprendre ce qui a pu se passer sur ce chalutier, et on va revenir grâce à des flashbacks à ce qui leur est arrivé aussi en Afghanistan. Et il y a plusieurs histoires qui vont se croiser, qui vont se télescoper, et c'est super bien foutu, bien sûr. C'était une très chouette lecture. J'ai retrouvé dès le prologue ce que j'avais beaucoup aimé dans Iboga, c'est-à-dire une plume très... comment dire, hachée n'est pas vraiment le mot, mais une plume très sèche, c'est-à-dire qu'on a des phrases très courtes. Parfois on n'a qu'un seul mot dans la phrase, parfois on a une phrase sans verbe. Vraiment des phrases très très courtes qui donnent un rythme à ce prologue. On est tout de suite dedans, forcément. Après, c'est beaucoup plus lent puisque on repart sur le avant, on croise d'autres histoires comme je vous ai dit, et il y a certains flashbacks où je dois bien avouer que parfois je me suis un petit peu ennuyée. Néanmoins, le rythme de ce livre est assez bon, on est vraiment connecté à cette histoire, on commence à découvrir, on a des révélations et on commence à se dire que ça va mal finir, et de toute façon on le sait dès le prologue que ça va mal se finir. L'intérêt c'est vraiment de savoir le déclic, qu'est-ce qui a pu mal tourner et à quel moment et qui sont les responsables. Donc c'était bien foutu, moi j'ai passé un très bon moment, ça a été une lecture qui s'est faite de manière très fluide, à part je vous dis quelques petits passages qui m'ont semblé un petit peu longs, mais je dois bien avouer que les livres qui parlent de guerre, sur l'Afghanistan, sur ce genre de choses, c'est pas trop mon truc. Mais c'était nécessaire de toute façon pour comprendre l'histoire, et ouais, on est dans quelque chose de très sympa au niveau psychologique puisqu'on parle du stress post-traumatique
Et on voit ce côté-là de la chose, toutes ces dérives et ce qui peut pousser les hommes à faire. Bref, c'était une bonne lecture. C'est un livre qui a déjà été édité par le passé, je vais vous dire ça, aux éditions du Palémon, sous le titre Pulsion Saline en 2014. Et en fait, l'auteur a retravaillé son texte et a republié ce livre avec une version donc augmentée et revue par l'auteur. Donc je ne sais pas ce que donnait la première version, mais celle-ci me convient tout à fait. Je continue en vous parlant des Messagers des Vents, le premier tome que j'ai lu en lecture commune avec Le Grenier d'Amy. Et je dois dire que on est sur un petit coup de cœur de ma part parce que j'ai vraiment adoré cette lecture. Nous suivons Eriana qui, en début de cette histoire, est pourchassée par des hommes. Elle va s'enfuir et elle va tomber sur un loup qui va la guider vers d'autres personnes et elle va apprendre qu'en fait elle est une prétendante à une prophétie sur les terres de la communauté des vents. Elle est une des 10 prétendantes à cette prophétie et par là même elle est censée sauver le monde. Sauf que Eriana, si vous voulez, elle pense n'avoir rien d'exceptionnel. Elle va bien sûr voir qu'elle a des pouvoirs, commencer à apprendre à les utiliser, se révéler plutôt puissante. Et on va partir dans quelque chose de très peu original en fantasy, puisque finalement on a une héroïne qui se découvre des pouvoirs, qui se découvre être l'objet d'une prophétie. Il va y avoir une quête pour aller prévenir les autres communautés de l'imminence de ce danger que développe la prophétie. Il va y avoir une quête pour réunir des artefacts. Bref, rien d'original. Pourtant j'ai adoré cette lecture parce que c'était addictif quoi, je tournais les pages, je n'arrivais pas à lâcher en fait le personnage d'Eriana, le personnage de Cédrian, le personnage il y en a plein. Même Evandil, je n'arrivais pas à la lâcher, pourtant elle est juste infecte, même si on se prend de pitié pour elle. Bref, c'est une autre des prétendantes, je vous le dis comme ça, hein. Mais j'ai vraiment adoré le système de magie mis en place dans ce livre, j'ai aimé l'histoire et par-dessus tout j'ai aimé les personnages parce que je me suis énormément attachée à eux. Il y a une histoire d'amour, je ne vous le cache pas, il y a une histoire d'amour dans ce livre et je trouve qu'elle est vachement bien faite. Elle prend pas toute la place, elle se fait au fur et à mesure. Alors elle prend un petit peu plus de place vers la fin. Ça m'a un petit peu gênée d'ailleurs, à un moment, je trouvais que c'était beaucoup trop axé là-dessus. Mais franchement, le gros du livre, ce n'est pas du tout cette histoire d'amour, elle vient juste agrémenter un petit peu cette lecture. C'était bien fait et puis on commence à voir toute l'étendue de cet univers. Ce qui m'a manqué peut-être c'est d'une carte. Parce que dans ce roman fantasy, on bouge beaucoup. Et peut-être que la carte sera dans le tome 2 ou dans le tome 3 ou dans le tome 4. Ce sera un peu tard le tome 4. Mais il m'a manqué une carte pour me repérer un petit peu sur la carte parce que forcément on bouge beaucoup. Mais je vous recommande parce que c'était une super lecture avec un univers très fouillé, un système de magie plutôt sympa et basé sur les éléments mais pas que. Et puis des personnages hyper attachants. Et on termine avec les romans, avec Orphea Fabula que j'ai reçu des éditions Pulp Fiction. C'est une héroïne, une petite espionne de 12 ans que j'adore. Cette fois-ci, dans ce 3e opus, elle va partir pour le temps des Vikings. Elle va se retrouver propulsée à cette époque-là, avec toujours la même mission, retrouver des pierres noires. C'était la même chose en Égypte, c'était la même chose à la cour de Louis XIV, et c'est la même chose dans ce livre-ci. Pour autant, je trouve que l'histoire se renouvelle à chaque fois. C'est plutôt sympa. C'est très rigolo parce que Orphea, c'est quand même un personnage haut en couleur. D'ailleurs, sa famille l'est tout autant, puisqu'on voit un petit peu des bouts de ce qu'est sa famille en début et en fin de livre, quand elle est dans notre présent. Et toujours pareil, on est dans une histoire hyper haletante, il se passe toujours quelque chose. Et puis agrémenté d'illustrations, je vous prends une page, voilà. Donc c'est toujours des aventures super agréables. Et le petit plus qui se retrouve aussi dans ce tome-ci, hein, comme dans les autres,
vous avez le dernier petit bonus où vous apprenez des choses sur les Vikings. Donc ça passe par le Drakkar ici, ça passe par le roi, Halfdan le noir, Gudrunson, ça passe par la mythologie nordique avec les différents dieux, les runes, etc. etc. Et c'est génial parce que dans fin de lecture, et ben, on apprend des choses aussi en plein milieu de la lecture. J'ai trouvé que ce tome était quand même très féministe, oui, ça m'avait pas sauté aux yeux dans les autres livres, mais celui-ci est très porté sur le rôle de la femme dans cette société-là. Les femmes qui étaient un petit peu servies de monnaie d'échange, enfin bon, pas forcément valorisées, et finalement elles avaient quand même une place très importante dans cette société-là, et on le voit dans ce tome-ci. Bref, voilà, je vous recommande Orphea Fabula, ce n'est pas fini, hein, je ne savais pas si c'était une trilogie ou autre, mais clairement ce n'est pas fini. D'habitude en fin de tome on sait où va partir Orphea la prochaine fois, là, aucun indice. On sait qu'elle repart en mission mais on ne sait pas du tout où, donc je suis un peu frustrée, j'aimerais bien savoir, hein, j'aimerais bien savoir, et j'aimerais bien avoir le fin mot de cette histoire parce que à force de récupérer des pierres qui ont quand même un côté mystique, qui ont certains pouvoirs, qu'est-ce que va bien pouvoir faire son organisation avec ces pierres? Donc voilà. Vous voyez, il y a un petit fil rouge et ça m'interpelle, ça m'interroge et j'ai envie de savoir. Et on termine avec cette saga de manga, donc le premier tome, le deuxième tome, le troisième tome de The Promised Neverland. Comme vous le savez sûrement, je ne vous présente quasiment jamais de manga parce que je n'en lis pas. Je lis l'Attaque des Titans parce que mon chéri a les éditions colossales. Mais je me suis lancée là-dedans parce que cette saga me faisait trop envie. Nous sommes dans un orphelinat, donc dans l'orphelinat de Gracefield House. Nous suivons des orphelins qui ont une vie très agréable, ils sont heureux, ils aiment la personne qui est responsable d'eux, ils l'appellent même maman. Bref, ils sont heureux, ils aiment être dans cet endroit, ils aiment leur vie, ils passent des tests tous les jours, ils ont un test à remplir, mais à part cette contrainte-là, ils vivent bien. Et un jour, lors d'un départ d'une petite fille de 6 ans qui va être adoptée, cette petite fille oublie son ours en peluche. Et c'est inimaginable pour les autres qu'elle l'ait oublié parce que c'est juste sa vie, cet ours en peluche. Donc ils décident de le lui rapporter, de braver les interdits, d'aller vers la porte d'entrée et de le lui ramener avant qu'elle parte. Et là, ils vont découvrir, ils vont avoir une révélation sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font dans cet orphelinat, ce qu'est cet orphelinat. Et ils ne vont avoir qu'une seule idée en tête, s'enfuir à tout prix. Et donc voilà, ça c'est la révélation du tome 1. Dans le tome 2 et 3, c'est plutôt ces orphelins qui vont planifier leur évasion. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire, vraiment la révélation du tome 1 est assez choquante. Et dans le tome 2 et 3, c'était plutôt pas mal, on a l'arrivée d'une nouvelle personne, donc ça remet un petit peu de la nouveauté dans quelque chose qui avait peut-être tendance un petit peu à s'engluer. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de répétitions hein, sur leur obligation de quitter cet endroit. Est-ce qu'ils emmènent les enfants, est-ce qu'ils les emmènent pas? Bref, il y a pas mal de questionnements qui reviennent assez souvent, donc c'est un petit peu redondant. Mais maintenant, je trouve qu'on tourne un petit peu en rond. Le troisième tome, on tourne un petit peu en rond, on a quelques révélations. Mais maintenant, j'ai envie que ce plan se mette à exécution. Donc j'aimerais beaucoup que dans le tome 4, ce plan se déroule ou commence à se dérouler. Et voilà, maintenant, il va falloir que ça bouge un petit peu. Parce que je trouve ça dommage, je trouvais que ça s'engluait un petit peu dans... il faut faire ce plan... Il y a certains éléments du plan, bah ça marche, certains ça marche pas, est-ce qu'on déjoue notre plan? C'est quand même très intelligent parce qu'il y a de la suspicion sur est-ce que la responsable du camp va essayer d'arrêter les orphelins, pourquoi elle le fait pas, est-ce qu'elle utilise des espions? Voilà, c'est plutôt agréable, addictif à lire, les pages se tournent toutes seules, mais maintenant j'ai besoin que ça bouge.
Donc je pense que le prochain update lecture sur cette saga ce sera quand j'aurai lu les 3 autres tomes. Ce qui n'est pas demain la veille, mais dans quelques mois je vous en reparlerai. Voilà, j'ai terminé de vous parler de ces lectures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres ou si vous aussi vous êtes plongé dans cette saga de manga, hein, dont on entend beaucoup parler, hein, il est vrai. N'hésitez pas à me dire et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ce que j'oublie à chaque fois de dire, c'est que si vous voulez un avis plus construit, peut-être plus détaillé, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog. À chaque fois je vous mets les liens en barre d'infos en face du livre pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil. Voilà, c'est tout. Donc maintenant je vous laisse.